Qu'est-ce que tu en penses? Comme on parle un peu ou on peut commencer. Vous préférez que je parle sans micro ou avec micro? Oui, sans micro? Debout ou assis? Debout. Non, je vais dire un petit mot. Moi, j'ai parlé avec le micro. J'aime bien le micro, une fois qu'il marche. Alors, ce matin, donc, nous allons avoir une petite intervention, une grande intervention de Bruno Trentini sur les processus cognitifs et la relation avec le dispositif artistique, pas forcément mobile. Ali Jafal donc, va nous parler des concepts pour des systèmes pervasifs, du point de vue évidemment de la recherche en sciences informatiques. Anne Reboul, donc, qui est souffrante, ne sera pas là, mais nous a donné un petit PDF, donc un PowerPoint, donc je pourrais effectivement restituer un peu son propos, donc qui concernait l'immersion et quelques rapports avec la commission. Ulrich Fischer, donc, je prends l'énoncé synthétique Marcher son film, qui était le côté un peu emblématique de l'OS, le territoire comme scène et scénario. Et donc, Karen Groupière, pour terminer, donc, sur la question des fictions transmédia, qui a été renouvelée pour terminer, donc cette matinée, cet après-midi, j'espère qu'on aura quelques échanges un peu plus peut-être libres sur ces questions-là. Alors pour Bruno, donc docteur en philosophie d'art, Bruno enseigne la philosophie d'art, c'est pas rien, il étudie le rôle des processus cognitifs et métacognitifs impliqués dans l'avènement de l'expérience esthétique. Voilà, pour aller au plus voilà. Alors, first of all, I'm sorry, Marshall, I'm French, but I want to draw the cognitive process involved in the experience aesthetics of the spectator. It's the big background for the presentation. Donc, je switch en français. Alors, déjà, avant tout, j'aimerais quand même me poser un petit peu, comme Bernard a dit, je suis philosophe de l'art et plus précisément, je suis esthéticien. C'est-à-dire que je m'intéresse dans la manière dont l'individu va éprouver, sentir, percevoir son expérience de spectateur avec les œuvres d'art qui lui sont impliquées. Donc mon objet d'étude, c'est cette expérience esthétique. Bien sûr, par esthétique, l'enjeu n'est pas de parler de l'aspect visuel, du côté joli ou beau de l'œuvre. C'est esthétique au sens propre du terme, au sens philosophique, qui renvoie aux sensations et aux perceptions du sujet. En termes de méthode, j'étudie les processus cognitifs qui sont mobilisés par les œuvres d'art. Et aujourd'hui, plus précisément, mon enjeu, ça va être un petit peu de faire un balisage conceptuel des notions spécifiques au dispositif artistique nomade et, du même coup, de les situer dans le champ de l'art. Alors, pas forcément contemporain. Le champ de l'art, en général, l'enjeu serait donc d'une part de montrer que les processus, que ces dispositifs mobiles ne sont pas des ovnis, dans le champ de l'art, mais qu'ils mettent en place, qu'ils s'inscrivent vraiment dans une pratique artistique en mettant en jeu, pas forcément d'un point de vue technique, ce qui m'intéresse au niveau de la réception, donc en mettant en jeu au niveau de la réception des processus qui sont semblables à ce que d'autres œuvres d'art peuvent faire. Alors, mon premier point de départ, donc voilà, je vous liste les différents processus cognitifs qui vont m'intéresser. D'une part, l'importance de la boucle perception-action, qui est une notion abondamment posée par Francisco Varela. Je m'inscris un petit peu dans son champ paradigmatique. C'est lui qui a fondé la notion de cognition incarnée, ce qu'il appelle embodied cognition. Moi, je considère faire de l'embodied aesthetics. Donc, je m'intéresse au corps et pas uniquement à l'œil ou au pouce, par exemple, sur un smartphone, mais la manière dont le corps entier est impliqué dans l'œuvre d'art. Donc ceci est bien sûr très important et a des conséquences dans la manière dont on se situe par rapport à l'espace. C'est ce qui me semble être aussi des points très importants des dispositifs nomades sur lesquels on travaille depuis hier. Un troisième point aussi qui a été évoqué, mais qui, je pense, mérite vraiment d'être appuyé, c'est l'importance de la relation à autrui, l'empathie, l'altérité. On parlait d'ubiquité hier, je pense que c'est Xavier qui en parlait. Et le dernier point, c'est l'importance de la persistance de l'expérience. Dans la mesure où ces dispositifs permettent des œuvres d'art qui sortent du contexte institutionnel, il peut y avoir un rapport à l'expérience artistique et esthétique qui déborde le moment même où on est censé être spectateur. Donc me semble-t-il, voilà, c'est les points que je dégage de mon étude de ces dispositifs et je vais essayer
essayer un petit peu de revenir sur ces points et de voir comment ils s'inscrivent dans le champ de l'art. Alors le premier point, la boucle perception-action. Ces dispositifs n'inhibent pas l'action au même niveau que la plupart des œuvres d'art. C'est un point qui me semble important, c'est peut-être que Anne Reboul va rebondir, je crois, sur cette question-là, c'est-à-dire le fait que dans une représentation, on a de l'image et les processus moteurs sont inhibés assez tôt. C'est-à-dire que même si devant une image on peut avoir envie d'agir, personne ne va jamais essayer de le faire. Alors que le dispositif artistique nomade, mais comme tout l'art interactif en général d'ailleurs, va impliquer les processus moteurs de manière vraiment effective. Il y a vraiment action. Alors hier, quand Xavier Boissary présentait une petite vidéo, je me suis dit tiens, je vais commencer comme ça ma conférence de demain. Donc je vous rappelle la petite vidéo. Il y avait cette application où une personne qu'on n'aura pas, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, qui était en train de regarder sur son téléphone et qui avait un plan avec quelqu'un qui devait suivre. On devait l'attraper. Il y avait l'histoire, elle se cache derrière la porte, mince, où est-elle, où est-elle. Et en écoutant ceci, je me suis dit, au fond, cette œuvre-là est structurellement exactement identique à la tradition classique de l'illusion dans l'art. Le principe de la frontière entre la présentation et la représentation. Ce principe est effectivement, même si, quand bien même je sais qu'il n'y a personne, j'y crois. Pour reprendre ce qui a été dit, l'effet de présence est réel. C'est une notion qui a été... je parle de très peu de philosophes, mais il me vient forcément en tête une définition d'un philosophe qui dit que l'illusion est le leurre qui persiste, même quand on sait que l'objet supposé n'existe pas. C'est ça, on trompe l'œil. Je sais que ceci là-bas est faux, mais il m'a l'air vrai quand même. C'était exactement ce qui arrive dans la vidéo d'hier. Donc déjà, ce premier point est en relation, j'y vais avec des gros sabots, mais en relation avec la trahison des images de René Magritte, sauf qu'on ajoute le niveau d'action. Là, on est d'accord. Quand Magritte peint la trahison des images et qu'il écrit ceci n'est pas une pipe, l'enjeu c'est de dire, ben non, ce n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. C'est ce duo présentation-représentation qui est indiqué ici. On pense toujours, ouais, mais bon, c'est ok, facile. Pas tant que ça. Vous comprenez bien que l'enjeu même est de se dire, on ne peut pas percevoir cette image comme étant plate. On voit du relief, on voit du volume. Là, la qualité n'est pas top, je ne suis pas sûr si on voit du volume. Mais il n'empêche, si on prend quelque chose de précis, ce point-là paraît pour tout le monde être devant ce point-là. Quand bien même on sait que ce n'est pas le cas, on le voit devant. C'est le même principe qui se passe avec ces applications mobiles où on a par réalité augmentée une présence illusoire qui n'est que représentée et qui n'est pas forcément la représentation de quelque chose qui aurait pu être présenté. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de pipe. C'est ce même principe-là avec l'ajout du processus moteur en plus et qui est un point important. Là, je vais faire une petite slide avec les distinctions entre ce qui se passait sans l'action, puis un dernier point avec l'action. Donc d'une part, nous avons tous une inclination à confondre représentation et présentation par une adaptation de sa perception à un nouvel environnement. Moi, je m'inscris totalement dans un paradigme des grands mots de biologie évolutive. J'ai envie un petit peu que mes hypothèses pour comprendre l'expérience esthétique puissent être compatibles avec la manière dont l'évolution a sélectionné certains processus. Ça ne veut pas dire que je vais nier du même coup tout ce qui est socioculturel. Ça veut dire que j'essaie d'englober. C'est pas facile, parfois je fais des bêtises, mais c'est à vous de me le dire. Donc, là justement, notre perception s'adapte. C'est-à-dire que dans un environnement, on va effectivement avoir une manière un petit peu différente de percevoir les choses. Les gens qui font des jeux vidéo se rendent bien compte qu'au début, ils ont une ergonomie qui n'est pas bonne du tout. Puis petit à petit, ils vont réussir à faire des choses sans savoir comment bouge leur pouce. Ils ne vont plus appuyer sur le bouton rouge, ils vont sauter. D'un coup, voilà, on s'est adapté. C'est pareil pour une personne qui doit, par exemple, le peintre qui peint sur sa toile, qui au début n'a pas conscience forcément bien du pinceau qu'il tient. Il ne sent pas forcément le pinceau toucher la toile, et petit à petit, sa personne va s'adapter, il va sentir le pinceau toucher la toile, comme si le pinceau devenait une prothèse du corps propre de l'individu.
Ça, c'est vraiment le principe de l'adaptation de la perception. Et il se trouve que les œuvres d'art vont donner une manière de penser le monde qui ne soit pas routinier. On a comme ça d'un coup, la perception doit s'adapter à un nouvel environnement non routinier. C'est ce que j'appelle le shift de la cognition incarnée, hein. Ce déplacement. D'un coup, on déplace. Quand devant la trahison des images, ce shift, il se fait très facilement parce que nous avons totalement intériorisé la perception de l'image. On n'a pas le « ah oui ». Mais si vous avez des illusions perceptives, il y a besoin de ce petit moment pour faire « ah oui, ok, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce qui est devant, j'ai compris ce qui est derrière, j'ai compris ceci. » Hein, c'est ce petit shift de la cognition, notre perception s'est adaptée. Et c'est, me semble-t-il, ce point qui va caractériser notre expérience de l'immersion. Hein. Pour le dire dans un vocabulaire plus philosophique, ce sont les associations. Lorsque mes associations perceptives changent entre des processus routiniers et des processus dans un cas particulier, je suis en immersion dans ce nouvel environnement. Alors, on peut retenir qu'il y a un shift de la cognition, c'est peut-être plus. L'enjeu, c'est pas de rajouter un concept, c'est plutôt de le simplifier avec quelque chose qui serait plus commun comme notion. Alors, dans un cas où il n'y a pas d'action, les affordances sont des vecteurs d'adaptation et donc d'immersion. Effectivement, on peut faire quelque chose, et c'est bien parce qu'on peut faire quelque chose que notre perception va s'adapter. Notre perception, quand même, est déterminée dans le but d'agir. Quand bien même on n'agit pas devant certaines œuvres d'art, ou devant certains contextes. Notre perception est déterminée dans un but d'agir. Donc l'affordance va permettre l'adaptation de la perception. Mais, dans le cas des œuvres d'art interactives, et plus spécifiquement des dispositifs artistiques, là le nomade n'est pas forcément important pour le moment, il y a le simple fait qu'il y a un feedback de l'action permet une adaptation de la perception plus efficace. J'entends par plus efficace, plus stable et plus persistante. La persistance, comme vous l'avez vu, ce sera le dernier point que je vais aborder aujourd'hui. Donc voilà ce point, le simple fait d'agir ancre, moi j'imagine ça, ce qu'on appelle en modélisation un attracteur. Ça permet, ça stabilise, ça ancre totalement notre rapport d'immersion à la chose, ça ancre notre shift. C'est-à-dire que celui qui va jouer à son jeu vidéo, je prends vraiment le jeu vidéo classique de PlayStation 2 par exemple, il va petit à petit totalement être habitué parce que aussi il va agir, il y a des choses à faire. Celui qui regarde le jeu se faire, qui a vu en agit, a une immersion qui est moins forte, a son shift de la cognition qui est plus flottant, plus vague, plus facilement rebasculé. L'action est un grand vecteur d'immersion. Alors, il n'empêche, ceci se faisait déjà quand même dans beaucoup d'œuvres non interactives. Quand on regarde la peinture North from Salala de Sisson-Bly, on a des processus moteurs qui sont totalement impliqués. Alors, on peut faire des IRM et voir effectivement que les processus moteurs qui seraient responsables du tracé de la boucle sont convoqués ici. Alors ils sont inhibés au sens où on va pas chercher à réagir, mais ils sont convoqués. C'est un point qui me semble important dans l'expérience esthétique, c'est la manière dont, même dans la contemplation, on peut avoir un rapport à l'action. Et la manière dont, dans les œuvres où on va agir, le rapport à l'action ne va pas forcément servir des processus routiniers. En gros, n'est pas forcément dirigé vers un acte de survie qui serait qu'on ferait en dehors d'une sphère de l'art. C'est un point, voilà, c'est ce petit décalage qui est important dans ce premier moment, perception-action. Dans le deuxième moment, qui en découle la modification par rapport du rapport à l'espace, alors c'est aussi un point qu'on a vu notamment hier avec UPA réel, et c'est notamment 3 villes qui vont un petit peu interagir, ce moment où on ne sait plus forcément très bien où on est. C'est aussi un point qui me semble très important, très intéressant dans les possibilités offertes par le dispositif artistique nomade. C'est ce moment justement où la simple réalité augmentée et l'attention qui se focalise sur cette réalité justement qui serait intradiégétique ancrerait notre individu et il se sentirait ailleurs. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'il y a une non-redondance des repères spatiaux. D'une part, parce que je vais voir d'un côté
que je vois de l'autre, ce que j'entends ou ce que je vois dans certains cas. Si je parle de connexion incarnée, c'est aussi parce que le simple fait que je marche réellement sur la pelouse, mais que je me vois marcher sur du bitume, ça a un impact aussi. Il y a une non-redondance de ces informations spatiales de mon corps dans l'espace qui vont créer des frictions. Je pense que beaucoup d'expériences esthétiques naissent de la friction entre des processus cognitifs qui ne sont pas redondants. Et donc, il y a forcément, à la suite de ces non-redondances, des adaptations dynamiques du corps propre à l'espace. Il cherche à résoudre ces tensions. Il y a une non-redondance, qu'est-ce que je fais? Et il cherche à résoudre ces tensions, parce que ces processus cognitifs impliqués sont fondateurs, c'est une de mes hypothèses fortes, sont fondateurs de l'expérience esthétique. Alors, encore une fois, la qualité n'est pas très bonne, je passe, excusez-moi. Autre exemple. Exemple dans le champ de l'art, non en dehors du dispositif qui nous intéresse, on peut avoir aussi devant ceci des grands changements dans la manière dont le corps propre est mobilisé. Vous êtes tous assis sur une chaise, ça ne marchera pas. Mais quand vous êtes dans un musée face à ceci, à un moment vous allez, alors 20 ans, je ne sais pas, peut-être que tout le monde a vu déjà, de près je vois moins, ce sont des traces de chiens d'assaut qui sont exposées à la verticale. Puis en fait, cette peinture-là n'est pas forcément très visible, mais quand on prend la suivante, c'est très figuratif, hein, c'est peut-être un petit peu trop figuratif, mais on a comme ça ces petits personnages. D'un coup, en fait, le rapport frontal à l'image stimule le système vestibulaire, l'oreille interne, ce qui est responsable de mon équilibre, et je vais avoir d'un coup, je vais me sentir, je bascule, de mon rapport frontal à l'image. Une fois que je comprends que ce qui est face à moi est une image qui est vue d'en haut, j'ai une modification de mon système vestibulaire et j'ai un rapport à l'espace qui est changeant et qui est structurellement très semblable à ce qui se passe dans les expériences dont on a parlé hier, notamment avec Paréel. D'autres œuvres qui me feraient une petite transition, également devant un baron folie bergère, de Manet, idem quand on est debout face à l'œuvre en situation, ce rapport frontal à l'œuvre où on comprend plus que c'est un miroir qui est devant nous, on comprend, c'est petit à petit, il y a encore beaucoup de processus qui sont impliqués dedans, et au moment où on se dit, oh, en fait je me tiens à la place de cet homme à moustache avec un chapeau, c'est encore une fois une manière de reconsidérer l'espace environnant qui a des impacts forts sur la manière dont mon expérience esthétique va se constituer. Donc voilà, ça, ce deuxième point ancre un petit peu dans ce rapport à l'espace, les dispositifs artistiques nomades dans un champ de l'art, ici pas contemporain, pour montrer voilà, que les processus qui sont mis en jeu ne sont pas si différents que ça. Et bien, je pense avoir des outils conceptuels pour aussi aborder ces nouvelles œuvres émergentes. Parce que pour l'instant, il y a quand même finalement assez peu d'œuvres qui mettent en place des dispositifs artistiques nomades dans l'espace urbain. Donc je pensais que ça pourrait être un peu intéressant d'avoir comme ça des clés conceptuelles et des balisages artistiques. Une cartographie conceptuelle, si je peux parler cartographie. Alors le troisième point qui va d'ailleurs un petit peu avec celui-ci, hein, c'est-à-dire que là, le simple fait que je me comprenne face à la dame comme étant ce monsieur, c'est aussi un rapport d'altérité particulier. Alors on l'a vu hier, hein, ça a été très bien dit avec Bernard et Xavier, on parlait de cette expérience où les gens étaient, alors je vais citer l'esprit Xavier que j'ai bien aimé, chacun était l'avatar de l'autre. Ce rapport d'identification, si vous aviez cette expérience d'ubiquité qui est ici, voilà, c'est un point, je pense, très important, au-delà peut-être, de mon point de vue, d'avoir une expérience qui met en jeu deux villes extrêmement éloignées. Ce qui me semble fondamentalement intéressant dans cette expérience, c'est justement cette identification possible entre l'autre et moi. Hein, cette tendance qu'on a, de toute façon, à s'identifier à l'autre. Hein, c'est ce qui est au fondement, finalement, de la tragédie grecque, l'empathie. Ce qui est au fondement de plein de processus, cette fois-ci routiniers. Hein, on voit quelqu'un qui se blesse dans un métro, on réagit parce qu'on peut adopter le point de vue de l'autre et parce qu'on peut se mettre à sa place. Là, c'est-à-dire que je peux très bien, vous parvenez tous à vous dire, tiens, si j'étais à sa place, comment je verrais la salle? Est-ce que je verrais ci? Est-ce que je verrais ça? Il n'y a que les lycéens qui n'arrivent pas à se rendre compte, on voit leur téléphone quand ils écrivent un texto sur la table. C'est ce petit problème justement problème d'empathie, mais on arrive très bien à faire ça, à se mettre à la place de l'autre.
Et ces dispositifs-là, justement, vont exploiter cette inclination que l'homme a socialement, culturellement, naturellement, à se mettre à la place de l'autre. Donc ces processus qui ont été sélectionnés aussi bien par une évolution que par une... ayant créé par un développement socioculturel. Alors, ce qui, d'un point de vue conceptuel, il y a une extension du corps propre à autrui. Cette expérience d'ubiquité et en même temps presque une expérience de design. Alors, il n'y a pas de... cette fois-ci, je prends un terme anglais, parce que les expériences d'écorporation en français, je trouve ça très moche. Design, c'est le fait justement où on sort un petit peu de soi. Hein. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur ces questions pour montrer qu'on est capable, d'un point de vue de notre schéma corporel, d'avoir l'impression de ne pas se situer dans notre corps. Beaucoup d'expériences qui ont été faites à ce point en psychologie de la perception. Ça a été, à mon sens, pas encore beaucoup exploité par les œuvres d'art. Je travaille un petit peu dessus dans certains de mes articles, mais là je pense que c'est un point intéressant, ce moment justement de ma corporéité n'est plus forcément là, et j'ai cette expérience de design. On pourrait presque dire que la littérature, l'immersion en littérature, passe un petit peu par cette inhibition du corps propre, mais ça ne veut pas dire qu'il est incarné ailleurs. Alors que le design, c'est quand même le fait d'être incarné ailleurs, plus proche de ces notions-là. Alors, je vais passer peut-être un petit peu vite. Comme je vous disais, il y a cette expérience, cette relation à l'empathie et à l'altérité se fait dans énormément d'œuvres d'art très classiques. Comme je disais, déjà la tragédie, le simple fait que la pédagogie soit possible, on passe par là. C'est la notion d'Aristote dans la poétique qui dit on aime imiter parce qu'on aime reconnaître. Et c'est ce fondement-là qui fait qu'on a ces relations d'empathie qui permettent le développement de l'œuvre d'art. Ça a été, à mon sens, extrêmement bien développé par Léviathan de Daniel Kapoor au Grand Palais. Finalement, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai eu cette expérience, en tout cas, c'était interdit, je sais, de mettre ma main contre la paroi en plastique et d'avoir quelqu'un en face qui me répond directement. Une expérience assez particulière, mais indépendamment même de ceci, le fait d'être dans cet espace intérieur, le simple fait qu'il y ait l'écho sonore, un son très particulier, quand les gens parlent, on a comme ça ce regard qui se passe, quelqu'un qui éternue, il y a un son particulier, et il y a comme ça ce jeu vraiment d'émulation collective qui est mis en place, qui exploite également notre inclination à adopter le point de vue d'autrui et à considérer autrui comme étant un alter ego, ce qui est au fondement de l'expérience du pas réel dont je viens juste de parler. Alors, le dernier point qui est peut-être le plus symptomatique à mon sens, c'est la persistance de l'expérience. Comme je le disais à un moment, dans la mesure où ces œuvres d'art sortent ou peuvent sortir en tous les cas assez facilement du contexte institutionnel, il y a forcément la friction entre le contexte artistique et le contexte de la vie réelle qui s'étiole un petit peu. La frontière devient très poreuse et ce point-là permet aussi de mettre en place des processus particuliers. Alors, faire une petite distinction. Hier, Matt Adams nous parlait de You Get Me, je ne sais plus si on a parlé de celle-ci, mais bon, Blast Theory en tout cas a fait You Get Me, qui est une œuvre qui se joue finalement dans l'enceinte d'un musée. Alors, avec quand même ordinateur, géolocalisation, et on est en relation avec des personnes qui, elles, sont dans un parc, pas très éloigné du musée. Ce rapport-là, il est vraiment circonscrit à l'institution artistique, même si bien sûr il peut avoir des répercussions dehors ensuite. En revanche, l'œuvre Karen, dont il a très rapidement parlé hier, cette œuvre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'enjeu c'est donc d'avoir une personne avec qui discuter, donc virtuelle, et qui, se nourrissant de nos recherches Google, de nos amis Facebook, de tout ce qu'on peut faire sur notre smartphone, va coller les données sur nous, et quand on va nous parler, du coup, d'un coup dire des choses qui nous semblent surprenantes parce qu'on lui a rien dit, en fait. Là, en revanche, cette application, elle est nomade au sens le plus fort du terme, parce qu'elle peut se faire un petit peu n'importe où, et comme ça, il y a vraiment cette invasion entre l'œuvre d'art et la vie routinière. Cette frontière-là, ici aussi, et devient poreuse. Alors, c'est ce que j'appelle ici expérience spécifique par dispositif invasif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être spectateur, mais paf, on reçoit un SMS, il y a quelque chose qui se passe, et on a un coup se dit, mince, qu'est-ce qui se passe
style. Et ce rapport-là est un rapport qui me semble intéressant de rapprocher. Alors, non, j'ai une autre phrase, excusez-moi. Je rapprocherai après du rapport. Donc, en sortant de ce contexte artistique, les processus routiniers s'emparent d'une œuvre d'art avec décalage, et l'individu devient spectateur sans s'y attendre. Ce rapport-là, ça me semble bien de le rapprocher du street art. Alors, j'ai choisi une image d'action de Boris Achour, qui est, je pense, symptomatique de ce rapport de déambulation qu'on va avoir, qui est important dans ce dispositif nomade, le moment justement où notre rapport à l'espace public, d'un coup, il y a résurgence d'une posture spectatorielle. Là, quand je me déplace dans la rue pour aller à mon boulot, je me déplace, je suis ailleurs, j'ai pas envie, je ne fais pas attention forcément à ce qui se passe, du moins peut-être nous travaillons dans le domaine de l'art, on va avoir plus attention que d'autres, soit, mais quand même, si maintenant je vois d'un coup un de mes poteaux qui est frotté à la craie blanche pour dessiner un ballon de foot, alors que je sache que c'est une œuvre d'art d'un artiste qui est prof aux arts déco, où je pense que c'est le jeune enfant, où je pense que qu'elle s'ennuyait, c'est pas grave à la rigueur. Ce qu'il y a, c'est que d'un coup, je deviens spectateur. Il y a invasion dans mon quotidien où je ne suis pas spectateur, et j'ai comme ça cette attention qui est captée par ce point. Ce sont ces résurgences-là qui me semblent intéressantes. Mais il y a un autre point tout de même qui est favorisé par les dispositifs artistiques nomades, mais qui est aussi s'inscrit dans une grande tradition de la manière dont l'œuvre d'art fonctionne, à mon sens. C'est... alors, excusez-moi, ça, j'ai dit... Pardon, hop. Ah oui. 5 minutes, très bien, c'est bon. Donc, l'autre point de persistance de l'expérience, c'est quand on a ces moments de résurgence qui ne sont pas parce que l'œuvre d'art est devant nous, mais parce qu'on va y penser mentalement. C'est parce que l'œuvre d'art a activé un petit peu ce même chiffre que je reprends, ce chiffre de la commission. Il a été créé par notre première adaptation à l'œuvre d'art, et dans un second temps, ça veut dire qu'on peut retrouver cette posture. Alors par exemple, peut-être que parmi vous, il y a des, je sais pas, il y a des chorégraphes en train de me regarder comme si j'étais en train de faire une danse, parce que je bouge beaucoup les mains quand je parle, et j'aurais pu avoir cette cognition qui bascule, qui change, qui n'est pas en train de regarder un conférencier, mais en train de regarder un chorégraphe qui fait une danse contemporaine étrange. Vous pouvez avoir ce petit bascule de la perception, et si vous l'avez déjà vu, parce que vous avez été voir, peut-être que vous aviez le voir récemment au théâtre, vous pouvez, hop, le refaire assez facilement. Parce que vous avez eu comme ça cet attracteur de cognition. Vous pouvez, dans un contexte non artistique, retrouver ceci, cette fois-ci par un switch, au sens où voilà, vous avez une cognition qui a été créée, et vous switchez du processus routinier au processus qui a préalablement été créé par le shift dont je parlais tout à l'heure. Alors ce point finalement, il est classique, il a été très, très travaillé par notamment Bergson, son nom m'échappe maintenant, le déclin du mensonge de Dorian Gray, ça a été écrit par le portrait de Dorian Gray, tout le monde le sait ça. Pardon? De Green. E2. Non. Bon, c'est pas très grave. Le portrait de Dorian Gray, qui a été, et le déclin du mensonge a été écrit par celui. D'une part, l'œuvre d'art est un dispositif impulsant un shift de la cognition. Cette cognition spécifique, alors incarnée, peut ressurgir par ce petit bascule, comme je disais. Une fois qu'on a créé une première attention, on peut la retrouver plus facilement, même en dehors d'un contexte artistique. Autrement dit, la situation esthétique déborde de la situation artistique. C'est ce principe de persistance de l'expérience qui me semblait être un des cas majeurs des dispositifs nomades. Donc, les dispositifs artistiques nomades radicalisent le recours à la boucle perception-action, radicalisent le recours au rapport à l'espace, au rapport à l'autre, et la persistance de l'expérience esthétique. Donc, parmi le grand champ conceptuel des processus cognitifs qui sont impliqués dans les œuvres d'art, me semble-t-il, ces 5-là sont vraiment symptomatiques du dispositif artistique nomade, et je pense que ce serait des outils conceptuels pour les étudier.
dispositif, il faut que le design de l'application et son scénario occupent suffisamment l'attention de l'individu pour qu'il ne puisse pas être attentif au processus menant au chiffre de sa cognition, mais qu'il ne s'en rende compte qu'ultérieurement. Tous ces scénarios qui sont faits, en fait, mon hypothèse, et peut-être l'hypothèse la plus forte que je peux défendre aujourd'hui, mon hypothèse, c'est que tout ce design d'expérience, tous ces scénarios occupent l'attention du spectateur, de l'individu, du joueur, pour qu'il ne devienne pas encore spectateur, mais que ça occupe suffisamment son attention pour qu'il ne puisse pas avoir conscience de ce qui se passe dans ses processus cognitifs. Il ne peut pas avoir conscience qu'il est en train de s'adapter. Si on prend conscience qu'on s'adapte, alors on n'a pas un moment, c'est de résurgence qui va fonder l'expérience esthétique. Donc dans la même idée, la plasticité, pas au sens de l'adaptation, excusez-moi, mais au sens du travail des artistes. La plasticité se comporte ainsi comme un leurre, au sens de la pêche, au sens qui va attirer l'attention, comme un leurre nécessaire à la construction de l'expérience esthétique. Un petit peu l'enjeu, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer comment ces processus cognitifs fondaient une expérience esthétique et, en regard, comment il fallait donc parvenir à trouver des leurres pour occuper suffisamment l'attention du spectateur pour qu'il ne soit pas en train de se rendre compte de son adaptation. Cette notion de leurre qui me semble intéressante. Donc l'enjeu, c'est de trouver, je pense que l'enjeu des artistes, c'est de parvenir à trouver justement des dispositifs parvenant à leurrer suffisamment la cognition du spectateur pour qu'il puisse devenir spectateur du même dispositif que vous avez créé. Je vous remercie de votre attention.